L'eau et le son est un titre qui peut être compris de différentes manières, car le mot eau et le mot son sont des notions tellement vastes qu'il n'est pas aisé de délimiter leur champ d'investigation. Cependant, à propos de l'eau, nous avons déjà bien progressé depuis le dossier numéro 1. Marc-Henri et moi-même sommes sortis des sentiers très largement balisés de la science et de la croyance populaire et avons apporté une vision plus large de l'eau, afin d'appréhender de façon plus réaliste sa place dans notre quotidien. De fait, je vous propose de nous intéresser plus longuement au son. Comme d'habitude, mon approche sera factuelle, résultant de nombreuses observations et d'une incessante réflexion sur le sujet de l'eau. La condition pour percevoir le bruit de l'eau liquide est le mouvement. L'eau de notre robinet nous le montre tous les jours. Nous pouvons facilement en déduire que c'est le mouvement qui génère un son qui fluctuera en fonction d'un rythme d'écoulement. De plus, un puissant torrent de rivière ne génère pas autant de volume sonore qu'un petit ruisseau. Qu'en est-il des autres états de l'eau? Nous retrouvons cette condition cinétique pour les états solides et gazeux. Quant à l'état morphogénique, ce quatrième état de l'eau ne déroge bien sûr pas à la règle. Cependant, de quoi parlons-nous quand nous évoquons le son? Si nous nous en tenons à une définition classique, nous dirons que le son est une perception auditive provoquée par une vibration. De plus, il varie en fonction de la réalisation entre la source, le champ de propagation et l'organe de réception. Un dernier point à souligner, le son est soit généré et ou soit capté. Il est important de prendre en compte les limites de nos sens. Parmi les nombreux exemples évoqués plus avant, il y a les sons audibles pour l'oreille humaine et ceux qui ne le sont pas. Il y a même les sons que l'on ne peut capter qu'avec la vue à défaut de les entendre. Notamment ceux des processus biologiques, comme l'ascension de la sève dans les arbres, que n'explique pas la seule force de capillarité. Revenons au son audible et plus précisément à l'action du son dans l'eau morphogénique humaine. Non content de vous montrer des exemples de sons audibles des 4 états de l'eau, j'ai enregistré ce texte en version sonore afin que vous soyez directement immergé dans l'expérience de l'eau et du son. Je m'explique. Nous sommes quasiment de l'eau. Le son de ma voix va générer chez vous une attirance, un agacement, autre chose, ou bien encore ne générera aucun ressenti particulier. Comme nous l'avons vu dans le dossier numéro 2 consacré à l'eau morphogénique, notre eau intérieure, composante majoritaire de notre corps, est informée par notre ADN et par nos expériences successives. Ce mélange d'influences diverses et variées nous conduit à ressentir différemment chaque événement de notre quotidien, et notamment le son. Nous touchons ici à l'une des principales caractéristiques du son, qui est de donner une direction. Autrement dit, cela revient à séparer, diviser, individualiser, pour organiser afin d'amener à produire des formes harmonieuses. C'est ce qui est constaté plus haut dans les différentes expériences de la cymatique et d'Alexander Lothar Wasser. Ceci valide l'idée que le son est antagoniste à l'eau qui, elle, a tendance à confluer. Cependant, d'où vient le son? J'ai en tête 2 indices pour répondre à cette question. Le premier indice me vient d'un livre que je vous conseille vivement de lire, qui s'intitule « La peur de la nature », écrit par le naturaliste François Terrasson. Dans cet ouvrage, l'auteur précise que la musique ne peut pas être saisissable par le mental. Le deuxième indice provient d'une phrase de Marc-Henri au début de son texte, dans ce dossier où il évoque le son Om. Je cite « Qui ne connaît pas le son primordial Om, à partir duquel l'univers se serait structuré selon la tradition hindoue. » Fin de citation. Tout ce qui est saisissable par le mental relève du domaine de la science, tout ce qui ne l'est pas est alors laissé à la religion ou à la philosophie. Dans l'anthroposophie, courant de pensée qui étudie l'éthérique, le son a été étudié de manière détaillée et le verdict est clair. Le son trouve son origine dans l'univers. La forme de nos oreilles, organe de l'ouïe, est là pour nous le rappeler. Pourquoi? Parce qu'on y trouve une forme de vortex,
à l'instar de l'eau liquide ou des galaxies, comme je l'ai déjà évoqué dans le dossier numéro 3, l'eau extraterrestre. C'est comme si l'univers nous avait pourvu d'oreilles pour rester en contact avec lui, permettant une reliance qui ne doit jamais cesser. Par le son, nous gardons une connexion avec l'univers et son éther, que l'on active, selon moi, dans les intervalles entre deux notes de musique par exemple. Finalement, l'une des fonctions que l'on demande à une musique ou une voix est de nous permettre de voyager, de se téléporter via notre corps afin d'aller vers des contrées imaginaires ou réelles. Dans ce cas, le son détache notre conscience de notre corps, nous donnant une impression de liberté qui permettra de nous affranchir du poids de notre eau. Une musique a bien la capacité de nous faire frissonner, vibrer, de nous émouvoir jusqu'à nous faire pleurer. L'émotion est souvent en relation avec une chose vécue dans le passé. Quand un tel émoi se manifeste, nous ne sommes plus dans notre présent. Autrement dit, nous ne sommes plus connectés à notre corps, mais à un souvenir. Cette séparation corporelle génère des rêves dans notre cerveau, qui est la partie du corps la plus aérienne, donc au plus près du cosmos, mais qui est paradoxalement la plus aquatique. Ce dernier constat fait sens, puisque notre encéphale est de loin l'organe le plus complexe en raison de ses innombrables connexions neuronales. Il est également le siège de la pensée, de l'intellect, et le générateur de la parole avec l'aide du larynx. Remarquons que les activités liées à l'intellect génèrent l'individualisation, en lien avec l'environnement proche, comme la technologie, le savoir, tandis que les activités liées à la partie basse du corps, proche du sol, liées à l'eau, vont générer le silence dans une communion avec ce qui nous entoure, comme la randonnée, la course à pied, la danse. Le langage différencie alors que le silence, universel entre tous les êtres vivants, assimile. Nous retrouvons ici la faculté de l'eau à fusionner telle une goutte de pluie qui finira sa course via le cycle de l'eau dans l'océan, c'est-à-dire la totalité. Ainsi, nous vérifions que par le biais de notre corps composé d'eau et de son, nous allons, selon les processus décrits plus avant, suivre les caractéristiques de l'eau ou du son. Cette caractéristique humaine ne se retrouve pas chez les animaux et les végétaux, qui calquent, eux, leur comportement à celui de l'eau en fusionnant avec la totalité, comme je l'ai déjà évoqué dans le dossier numéro 4 intitulé « L'omniprésence de l'eau ». Mais alors, qu'est-ce qui différencie les humains des autres êtres vivants ? C'est l'outil psychologique de différenciation qu'est l'ego. Y aurait-il alors un lien entre l'ego et le son ? Oui. Dans le texte de départ, Marc-Henri souffle, malgré lui, un indice de circonstance à mon propos. Je cite, « L'eau qui vibre au son de la parole ou du chant est donc féconde. » Fin de citation. Or, si l'ego est un outil de différenciation, c'est aussi un formidable outil de création. Sans la différenciation, pas de création. Ainsi, chez l'être humain, autour de 2 ans, la différenciation apparaît avec le langage. Ce sont les premiers mots du bébé. À partir de ce moment précis, il va faire l'apprentissage du moi et se différencier psychologiquement de maman et de papa, puis des autres personnes composant son entourage. Cette individualisation se fera progressivement avec la maîtrise du langage. La conséquence n'est pas à minimiser puisqu'elle va influer sur le corps, rempli à 99% de molécules d'eau, et conditionner un tas de détails de fonctionnement corporel et psychologique, comme la façon de marcher, de parler, et donc la manière d'émettre un son. Le langage, et donc le son, enfantera alors toutes les disciplines cognitives, dont la science, la philosophie, l'art, etc. Cependant, au lieu de nous différencier constamment, ce qui implique un constant changement et donc une remise en cause permanente, nous restons figés à une ou plusieurs différenciations appelées identification. Ce qui fait que nous en arrivons à imiter paradoxalement le comportement de l'eau en nous regroupant en fonction d'idées, de désirs, d'appartenance ethnique, d'obédience, de diplôme, d'origine sociale, etc. C'est comme si une petite goutte de pluie s'assemblait à d'autres gouttes pour devenir une gigantesque goutte d'eau, puis refuser l'écoulement, pour garder l'identité de la gigantesque goutte qui est la raison qui unit toutes ces gouttes de pluie. Si nous appliquions cela dans la réalité, la vie sur Terre ne serait tout simplement pas possible. Pourtant,
c'est ce que nous faisons au niveau de la conscience. Cela entraîne une rigidité où la mémoire a plus d'importance que l'intuition. Nous ne faisons plus les choses dans le contexte du présent, mais par fidélité dans un contexte du passé qui n'est plus. D'où le réflexe de ne pas s'apparenter à l'eau pour échapper à une autre de ses caractéristiques, qui est la fluidité, et donc l'oubli. Clairement, nous cherchons à échapper à la totalité, ce qui est vain, puisque la mort de notre corps nous y conduira, car la vie est un fleuve qui coule, et nous sommes ce fleuve. Pour finir, retenons que seule la division, langage, bruit, son, se fait entendre alors que l'amour est silencieux. Et son silence n'indique pas qu'il est inactif, à l'instar de l'intervalle entre deux notes de musique. Non, l'amour est lent, car il observe. Ce sujet sera développé plus longuement dans le dossier numéro 12, l'eau et l'amour. Donc en attendant, patience.